Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 15 mars 2022. Merci d'être fidèles à cette série nouvelle d'émissions que je fais qui s'inscrivent dans le cadre de ce que j'appelle la contre-campagne pour apporter les éléments d'information les plus décisifs sur l'avenir de la France qui sont soigneusement cachés par les autres candidats et par les médias pendant la campagne présidentielle officielle. Voilà. Alors, avant de commencer le sujet du jour, je voudrais quand même vous dire 2-3 éléments importants. Le premier, c'est un immense merci, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous sommes maintenant, chaque jour qui passe, nous avons entre 800, 1000, 1500, 2000, même parfois 3000, 3500 abonnés de plus sur UPR TV. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est gratuit, c'est immédiat. Il vous suffit de cliquer sur le petit symbole pour s'abonner. Profitez-en aussi pour le diffuser tout autour de vous. Ça, c'est fondamental. C'est une guerre médiatique à laquelle nous assistons. Et donc, face à une guerre médiatique, il nous faut avoir un média plus puissant encore. Nous en sommes maintenant à 260 000 abonnés. Bientôt, et nous espérons que dans les mouvements qui se passent, on atteindra assez vite 270, 280, et pourquoi pas 300 000, et puis tout le reste. Quand je vois parfois des médias qui, sur des sujets pas politiques, il est vrai, mais ont des millions d'abonnés, mais je me dis que si UPR TV avait un jour 2-3 millions d'abonnés, ça changerait réellement la situation politique en France. Alors tout le monde est là pour diffuser ces vidéos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, profitez-en au passage d'ailleurs pour mettre un petit clic j'aime si vous aimez la vidéo. Le deuxième point, c'est une question que je n'aborde pas souvent parce que j'aime pas trop ça. J'ai été élevé où on ne devait pas trop parler de ça. C'est une question d'argent. Et une question d'argent, c'est que nous avons besoin d'argent. Voilà, on n'est pas les seuls. Tout le monde réclame de l'argent, je m'en doute, mais nous avons besoin d'argent parce que tout ça a un coût. Nos instruments se fatiguent, il y a une durée de péremption, il faut changer les ordinateurs, changer éventuellement un écran de télévision, une caméra qui flanche. Donc on a besoin d'argent. Et puis nous avons des projets pour augmenter le navire amiral de l'UPR qui est devenu UPR TV. Donc on a pas mal de projets là-dessus. Ça veut dire peut-être quelques embauches. Ça veut dire plusieurs formats, des formats où je ne serai d'ailleurs pas toujours là parce que j'aimerais bien aussi donner la parole à d'autres personnes sur d'autres sujets. Évidemment que je serai toujours là pour mes interventions, mais faire de UPR TV une chaîne de télévision plus puissante encore que ce qu'elle est. Pour ça, on a besoin de votre argent. Et je me permets de lancer ici donc un appel à l'adhésion à l'UPR, un appel au versement de cotisations, un appel au versement de dons pour ceux notamment qui n'ont pas envie d'adhérer à un parti politique. Et je me permets de signaler 2 choses. La première, c'est que vous avez droit à défalquer 2/3 de votre impôt sur le revenu. C'est quand même très puissant, ne l'oubliez pas. Et deuxièmement, vous avez la possibilité de faire un versement de dons ou de cotisations tout au long de l'année par un système de prélèvement obligatoire. Ce qui vous facilite la tâche. Si vous mettez 10 € par mois, c'est quasiment $1, d'autant plus que si vous payez l'impôt sur le revenu, ça ne vous coûtera en définitive que 3 € par mois. C'est 3,30 €, ce qui n'est quand même pas grand-chose. Mais pour nous, ça nous fait des rentrées régulières qui permettent de lisser la trésorerie et qui nous permettent de prévoir l'avenir. C'est vraiment un appel très important que je vous lance. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler. C'est la 3e vidéo de ma contre-campagne. Je voudrais vous parler d'un sujet très important, mais très occulté, dont on ne parle jamais aux Français, sauf exception. Et l'exception a eu lieu. D'ailleurs, voici quelques jours. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais vous parler de l'élargissement de l'Union européenne. L'élargissement à d'autres pays. Et si vous comprenez pourquoi, c'est parce que, comme vous le savez, il y a quelques jours, le chef d'État ukrainien a demandé l'adhésion dès que possible, ultra rapide, de l'Ukraine à l'Union européenne. Il a été suivi d'ailleurs dans les jours suivants par le gouvernement de Moldavie et par le gouvernement de Géorgie. Alors je me suis dit que c'était quand même important de voir avec vous ce dont il s'agit. Parce que tout ça est décidé dans le dos des Français, et je suis bien persuadé que si l'on interroge comme ça une centaine de personnes prises au hasard dans la rue, bien peu sauront me dire où se situe exactement la Moldavie, quelle est sa capitale, qui s'appelle Chisinau. L'Ukraine, maintenant, les gens connaissent mieux parce que, bon, il y a la guerre, mais si on avait posé la question il y a 3 mois, je ne sais pas si beaucoup de Français
aurait pu me dire exactement où était l'Ukraine, me citer 2, 3 grandes villes d'Ukraine, je n'en suis pas certain, et encore moins qui était le nom de son chef d'État. Quant à la Géorgie, j'en parle même pas. La Géorgie, en fait, c'est un pays qui se trouve à la lisière de l'Europe et de l'Asie. Là, je crois qu'il y a vraiment très peu de personnes en France qui connaissent, sauf évidemment ceux qui, pour des raisons familiales, par exemple, ou professionnelles, ont des liens avec la Géorgie, mais en réalité, très peu de gens connaissent. Alors, faisons le point sur les questions d'élargissement. À l'origine de l'origine, lorsqu'a été lancée la construction européenne, eh bien, il n'y a pas eu de détermination précise du périmètre. Là, vous savez qu'à l'origine, le marché commun, le traité de Rome, concernait 6 pays, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, puisque l'Allemagne était coupée en 2. Et donc, c'était le marché commun. Et puis ensuite, dans les années, les décennies qui ont suivi, s'est agrégé à ce noyau d'origine, avec des référendums, avec des procédures d'adhésion les unes après les autres. En 1972, il y a eu le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark qui se sont joints au marché commun. La Norvège, qui était prévue finalement, le peuple norvégien avait refusé par référendum d'entrer dans le marché commun. Donc ça, c'est en 1972. En 1900, donc on passe de 6 à 9. En 1981, et c'est la Grèce qui entre par la volonté de Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait absolument montrer que dans l'Europe, il y avait l'héritage gréco-romain, l'Antiquité, c'est ça. Moyennant quoi, au-delà de ces paroles tout à fait typiquement françaises, idéalistes, intellectuelles, etc., mais coupées des réalités, moyennant quoi, on a fait entrer dans le marché commun la Grèce, qui était un pays qui était nettement plus pauvre que les autres, qui a introduit un nouvel alphabet, une nouvelle langue, bien sûr, et puis des nouvelles problématiques. C'était déjà les problématiques de l'Europe du Sud-Est, des Balkans, des conflits avec la Turquie. Et puis ensuite, il y a eu d'autres élargissements. En 1986, c'est l'entrée de l'Espagne et du Portugal. C'était après le départ de Franco et après la révolution des Juillet au Portugal. Après le départ de Franco, la mort de Franco en Espagne, donc l'Espagne redevient un pays démocratique, donc entre dans le marché commun. Donc ils entrent le 1er janvier 1986. On passe à 12. Puis en 1995, on a de nouvelles entrées. La Finlande, l'Autriche et la Suède. Donc ça déporte à chaque fois d'ailleurs, la France est de plus en plus petite, de plus en plus diluée dans un ensemble beaucoup plus grand. L'adhésion de l'Espagne et du Portugal avait fait basculer un petit peu le barycentre du marché commun vers la péninsule ibérique. En tout cas, ça restait toujours en France. L'adhésion de l'Autriche et des pays scandinaves fait repartir le barycentre du marché commun vers le nord-est et direction de l'Allemagne. Et puis arrivent les grands élargissements après la chute du mur de Berlin et après l'effondrement du camp socialiste, avec en 2004 l'entrée de 10 nouveaux États dans ce qui est entre-temps devenu l'Union européenne depuis le traité de 1992, donc une Europe à vocation fédérale, alors qu'auparavant on parlait du marché commun depuis 1992, on parle de l'Union européenne. Donc en 2004, c'est l'entrée de 10 nouveaux États membres, parmi lesquels Malte, Chypre et puis les pays de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, l'Estonie, etc. Donc ça c'est 2004. En 2007, il y a de nouveau 2 États qui entrent, qui sont la Bulgarie et la Roumanie. Et puis en 2013, c'est l'entrée de la Croatie. À ce moment-là, ça devient l'Europe à 28 États, jusqu'à ce que, comme vous le savez, en 2016, les Britanniques votent le référendum en faveur du Brexit. Les négociations sont entamées et le Brexit a lieu en 2020. Et donc on repasse de 28 à 27. Voilà l'historique de ce qui s'est passé. Notez bien qu'on a demandé l'avis des Français en 1972 pour l'entrée du Royaume-Uni, du Danemark, de la Norvège et de l'Irlande. À l'époque, c'était Pompidou qui avait fait ça. C'est la première et unique fois que l'on a demandé l'avis des Français sur l'élargissement à de nouveaux États. Les Français avaient dit oui du bout des lèvres, parce qu'il y avait eu quand même une très forte abstention à la demande du Parti socialiste, qui avait fait une campagne extrêmement politicienne. C'était oui à l'Europe, non à Pompidou. Voilà. Donc ils avaient donc appelé à l'abstention. Ce qui témoigne, avec le recul du temps,
d'un caractère particulièrement médiocre de la pensée du Parti socialiste et de Mitterrand, puisque Pompidou, tout le monde s'en fiche maintenant. En revanche, la présence de l'Irlande et du Danemark qui sont toujours là, ça compte. Ça compte pour beaucoup. Voilà. Mais depuis lors, tous les élargissements ont été faits, en fait, dans le dos des Français. Voilà. On ne nous a pas demandé notre avis. C'est-à-dire que c'est un processus historique sans aucun précédent, depuis l'homme de Cro-Magnon, sur aucun continent. Aucune civilisation, aucune latitude, aucune longitude. On n'a jamais vu ça, qu'un pays s'agrandisse avec l'adjonction d'États souverains qui petit à petit sont agrégés sans qu'on demande l'avis de ceux qui font partie des premiers participants à l'opération. Donc en fait, ça s'appelle un mariage forcé. C'est interdit dans le code civil, on n'a pas le droit de forcer les gens à se marier, mais nous on a été forcés à ce que l'on découvre un jour que la France, partage, paraît-il, le même destin que la Slovénie, que l'Estonie, que la Slovaquie. Je mets d'ailleurs au défi beaucoup de mes compatriotes de me dire quelle est la différence entre le drapeau de la Slovénie et le drapeau de la Slovaquie. Je défie aussi beaucoup de mes compatriotes de me dire très précisément quelles sont les capitales des 3 pays baltes. Bon. Tout ça n'est pas raisonnable parce que on consacre tout l'avenir de la nation, toute nos projections dans l'avenir, dans l'appartenance à une espèce de machin, une espèce d'Europe en construction dont on ne connaît pas le périmètre final. Alors c'est quoi le périmètre final ? Certains disent c'est le continent européen. Alors de fait, le Maroc, il y a une vingtaine d'années, avait souhaité entrer dans l'Union européenne. Et les gens avaient été bien embarrassés. Et finalement, on avait dit au Maroc, non, vous ne pouvez pas entrer parce que vous n'êtes pas sur le continent européen. Bon. Mais comment se fait-il alors que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ou l'île de la Réunion, pour ne parler que des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer français, mais il y a aussi les départements ou les territoires d'outre-mer des Pays-Bas comme Aruba, Curaçao, près du Venezuela, ou bien certains territoires britanniques, comment se fait-il que ces territoires sont dans l'Union européenne, on les appelle les régions ultra-périphériques, les RUP. Ça veut donc bien dire que c'est la notion d'État qui l'emporte sur la notion de la géographie. Évidemment, la candidature du Maroc a été rejetée parce qu'il y avait derrière des arrière-pensées notamment sur les civilisations, sur l'islam, sur les migrations, sur ci et sur ça. Très bien. Mais maintenant, le problème se pose vers l'Est. Et la question qui se pose, c'est jusqu'où cet élargissement vers l'Est, sachant que, comme vous le savez, l'Europe présente une particularité géographique, c'est qu'on sait où elle s'arrête, l'océan Atlantique, ça on sait bien, vers l'ouest, vers le nord c'est l'océan Arctique, vers le sud c'est la Méditerranée, mais vers l'est. Alors vers l'est, les géographes ont essayé de trouver au XIXe siècle une espèce de côte mal taillée en disant que c'était les monts Oural qui se trouvent un peu au tiers de l'immense territoire russe en allant vers l'Extrême-Orient. Les monts Oural sont quand même des monts pas très élevés. On dirait c'est un peu les Vosges en fait. Donc c'est pas vraiment une barrière extrêmement convaincante. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce que la Russie est en Europe ? A priori oui, la Russie c'est une Russie d'Europe. Est-ce que l'Ukraine, est-ce que la Biélorussie sont en Europe ? A priori oui, géographiquement. Est-ce que la Turquie est en Europe ? Alors il y a une partie, oui, la partie de la Turquie d'Europe, comme on dit, qui est frontalière de la Grèce et de la Bulgarie, où il y a la ville notamment de Edirne, l'ancienne Andrinople. Mais le gros du territoire turc se trouve en Anatolie, c'est-à-dire sur l'Asie, c'est-à-dire au Moyen-Orient. La question se pose également dans les confins du Caucase. Est-ce que des territoires comme la Géorgie ou bien comme l'Azerbaïdjan ou l'Arménie, est-ce que ces pays sont ou ne sont pas dans l'Europe ? A priori, l'Arménie n'est pas dans l'Europe.
Pourtant, c'est un pays chrétien, c'est le premier pays chrétien du monde, on peut dire. Mais la Géorgie est à cheval entre l'Asie et l'Europe, hein, puisqu'elle est sur un versant du Caucase. On dit que c'est en Europe, un autre versant, c'est en Asie. Donc il y a une grande incertitude là-dessus. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. On n'a pas encore tout dit puisque ce qui se cache derrière la construction européenne, ça fait 15 ans que je l'explique à mes concitoyens, c'est en fait un processus de constitution par les États-Unis d'Amérique d'un glacis géopolitique, en fait une espèce de colonialisme qui ne dit pas son nom, qui impose aux pays d'Europe, occidentale d'abord, puis Europe centrale et Europe orientale depuis la chute du mur de Berlin et la chute du camp socialiste, les États-Unis étendent leur emprise, une espèce d'emprise sous domination américaine pour servir les intérêts géopolitiques, culturels, civilisationnels, économiques et sociaux des États-Unis d'Amérique. On le voit ô combien sur la crise actuelle avec l'Ukraine, puisque lorsque l'Ukraine demande son adhésion à l'Union européenne, eh bien on voit bien que ce que recherche l'Ukraine, c'est plutôt son adhésion à l'OTAN, au camp américain. Voilà, mais ceci au détriment des intérêts économiques les plus flagrants de l'Union européenne. Je veux parler bien sûr des ressources en hydrocarbures venues de Russie et, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne serait une déclaration de guerre pour la Russie. Elle ne peut pas le tolérer, mais les Américains poussent derrière. Alors, comme j'aime bien les choses précises, je voudrais vous dire un petit peu la situation où l'on en est aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 27 États. Il y en a d'autres qui sont dans une espèce de corridor dans l'attente de savoir si oui ou non ils vont être acceptés. Eh bien, personne ne vous en parle, c'est pourtant très important. Il y a une dizaine de pays, 10 pays, qui sont maintenant en instance d'entrer dans l'Union européenne ou qui demandent à entrer dans l'Union européenne. Il faut savoir que dans les procédures d'adhésion, c'est très long et ça suit 3 phases. La première phase, c'est une demande d'adhésion. La deuxième phase, c'est qu'il faut que cette demande d'adhésion soit acceptée par l'Union européenne. C'est-à-dire que ça passe devant la Commission européenne, devant le Parlement européen, devant le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui sont donc les représentants des différents États membres, et qui vont, oui ou non, accorder non pas l'entrée dans l'Union européenne, pas du tout, mais accorder le statut d'État candidat. C'est la deuxième phase. Il ne suffit donc pas de demander pour obtenir, il faut demander d'abord, puis ensuite on a ou on n'a pas le statut de candidat officiel. C'est la deuxième phase. Troisième phase, une fois qu'il y a ce statut de candidat officiel, on passe à des négociations. Négociations de quoi ? Il y a eu, déjà il y a plusieurs décennies, on a défini les critères d'adhésion. On les a appelés les critères de Copenhague parce que c'était un Conseil européen qui s'était réuni dans la capitale du Danemark. Et les critères de Copenhague, qui ont été d'ailleurs, je crois que c'est en 1983, ça a été renforcé quelques années après. Les critères de Copenhague se déploient selon 3 grands volets. Premier volet, c'est le critère politique. Est-ce que le pays en question a des institutions démocratiques ? Est-ce qu'il y a l'égalité des hommes et des femmes ? Est-ce qu'il respecte globalement les grands principes de non-discrimination vis-à-vis des minorités nationales ou de toutes les minorités ? Donc ça, c'est le premier paquet, si l'on peut dire, les critères politiques. Il y a un deuxième critère, ce sont les critères économiques. Quel est le niveau de vie ? Est-ce qu'il y a un salaire minimum ? Est-ce qu'il y a des cotisations sociales ? Est-ce qu'il y a un système de protection sociale ? Est-ce que ce pays a un secteur économique suffisamment solide pour pouvoir encaisser le choc d'une entrée dans un marché commun avec tous les pays membres de l'Union européenne sans voir son économie disparaître ? Quelle est sa compétitivité ? Est-ce qu'il y a des réformes à faire qui restent à mener, notamment sur des entreprises publiques qui seraient complètement obsolescentes et qui perdraient énormément d'argent, etc. Donc ça, c'est le deuxième paquet. C'est ce qu'on appelle les critères économiques.
Et puis enfin, il y a un troisième paquet qui est le paquet de ce que l'on appelle la reprise de l'acquis communautaire. L'acquis communautaire, ça veut dire que depuis des décennies, depuis 1957, il y a eu une sédimentation de décisions, de directives, de normes, de ça dans tous les domaines. Et donc, est-ce que le pays en question va pouvoir reprendre ça, reprendre toutes les normes dans tous les domaines, les normes sur les appareils électriques, les normes sur les produits phytosanitaires, les normes sur ci, les normes sur ça, etc., 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 en matière sociale, en matière de comptes publics, en matière de politique de la pêche, de politique agricole, de politique industrielle, en matière de services publics. Vous imaginez l'ampleur du travail à réaliser. Voilà. Donc il y a ces trois grands volets, je rappelle, politique, économique et reprise de l'acquis communautaire. Tous ces volets ont été en fait découpés comme un saucisson avec 35 chapitres. Et donc, lorsqu'un État dépose sa demande d'adhésion, il faut ensuite que son adhésion, sa demande soit considérée comme officielle, devenant candidat officiel. Et une fois qu'il a été déclaré candidat officiel, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on commence la procédure d'examen de tout ce que je viens de vous dire, des 35 chapitres. Alors pas les uns après les autres, mais il y a ce qu'on appelle l'ouverture d'un chapitre de négociation. Donc il peut y avoir sur 35 chapitres, on peut en ouvrir 3 au 1er janvier de telle année, et puis au 1er janvier de l'année suivante, on en ouvre 4 supplémentaires, et puis la 3e année, on en ferme un de la première année parce qu'on est arrivé à négociation, etc. Vous voyez un petit peu l'ampleur du problème. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ce que ça donne concrètement, donc, c'est sur la Turquie. La Turquie est un pays gigantesque, 85 millions d'habitants, à peu près 20% de plus que la France, sur 790 000 km², à peu près 20% de plus que le territoire français. La Turquie a déposé sa demande d'adhésion en 1987 avec le président Turgut Özal. C'était à l'époque le marché commun. Savez-vous que cette demande a posé évidemment des problèmes parce qu'il y avait beaucoup d'États qui étaient réticents, puisque la Turquie est essentiellement musulmane. Et donc certains se sont demandé est-ce que c'était bien raisonnable de faire entrer la Turquie dans le marché commun, puisque la Turquie, par ailleurs, était quand même pas vraiment en Europe. Elle a un petit morceau en Europe géographique, mais le reste est en dehors de l'Europe. Vous savez par exemple que si la Turquie est européenne, alors la France est sud-américaine, puisque la portion de la Guyane française par rapport au territoire national français est supérieure en fait à ce qu'est la portion du territoire turc en Europe à ce qu'il est dans tout le reste de l'Anatolie et de l'Asie. Donc les négociations ont achoppé et en définitive le statut de candidat officiel à l'entrée dans le marché commun a été octroyé par le Conseil européen en 1999. C'est-à-dire qu'il a fallu 12 ans entre la demande d'adhésion et l'octroi du statut de candidat officiel. Octroi qui s'est fait d'ailleurs avec une pression considérable des États-Unis d'Amérique. En France, il y avait le duo Chirac-Jospin. Et donc, comme RPR-UDF et le Parti socialiste étaient conjointement au pouvoir, c'était un sujet assez explosif en France. Ben là, ils étaient conjointement au pouvoir. Les Américains qui ont fait pression dessus ont obtenu que la France donne son accord. Pourquoi les Américains ? Je me permets de dire ici à ceux qui n'ont pas suivi toutes mes conférences antérieures, je rappelle que la Turquie, depuis 1955, fait partie de l'OTAN. Elle est donc sous la domination géostratégique américaine. Et donc, elle est là pour regarder le flanc sud-ouest de la Russie. Et le plateau de l'Anatolie permet de surveiller, éventuellement d'intervenir sur ce que l'on appelle la Mésopotamie et Mésopotamos, entre les deux fleuves, donc entre le Tigre et l'Euphrate, c'est-à-dire l'Irak. La Turquie permet de surveiller, d'avoir une espèce de balcon stratégique qui permet de surveiller ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Israël, en Jordanie, ce qui se passe également
dans les pays de la péninsule arabique. Donc la Turquie est un élément très important dans le dispositif américain, fait partie de l'OTAN. Et comme j'ai déjà expliqué maintes fois que l'objectif stratégique des Américains est de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et celui de l'Union européenne, les États-Unis poussent à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Beaucoup de Français sont contre. Il y avait d'ailleurs des débats assez extraordinaires, très byzantins, dans les années 99. Faut-il que la Turquie entre dans le marché commun? Alors certains disaient oui, d'autres disaient non. Ça n'avait pas de sens. La seule chose qui avait du sens, c'était de dire c'est pas les Français qui décident, c'est au-dessus, c'est les États-Unis. Mais les pays ont quand même traîné les pattes. Et ils ont traîné la patte pendant encore 6 ans, puisque c'est seulement en 2005 que les négociations pour l'ouverture des chapitres ont commencé. Il a fallu encore 6 ans. 12 ans entre la demande d'adhésion et la reconnaissance du statut officiel de candidat, 6 ans pour entamer les négociations. Et alors là, c'est peu dire que c'est allé avec la lenteur d'une tortue, puisque sur les 35 chapitres, au moment où je vous parle, en 2022, c'est-à-dire 17 ans après l'ouverture des négociations officielles, sur les 35 chapitres, il n'y en a que 16 qui ont été ouverts et il n'y en a que un qui est terminé, qui est clos. C'est-à-dire qu'on est encore dans les balbutiements. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir que Turgut Özal et ses successeurs ont été remplacés par l'arrivée de Erdogan. Erdogan, qui est un espèce de nouveau sultan, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui dirige la Turquie d'une main ferme, c'est le moins que l'on puisse dire, qui a d'autres ambitions pour la Turquie que de devenir un protectorat américain, qui rêve de reconstituer l'Empire ottoman, et Erdogan qui a pris ses distances d'avec les États-Unis d'Amérique, notamment il y a quelques années avec la tentative de coup d'État qui n'est pas très claire d'ailleurs, mais une tentative de coup d'État qui aurait été plus ou moins fomentée avec le soutien des Américains pour renverser Erdogan. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Erdogan s'est rapproché de la Russie, alors même que les relations entre la Turquie et auparavant l'Empire ottoman sont traditionnellement très difficiles et conflictuelles avec la Russie et auparavant l'Empire des Tsars. Mais en définitive, il s'est trouvé qu'à partir du moment où Erdogan a montré ses distances avec les États-Unis d'Amérique, comme par hasard, les pressions pour que la Turquie entre dans l'Union européenne ont diminué. On pourrait même dire qu'il y a eu des pressions inverses. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, en 2022, si vous interrogez les spécialistes, ils vous diront que les négociations sont au point mort. Rappelons-nous, donc, ça débute en 87, et donc nous sommes 35 ans après la demande d'adhésion, et l'adhésion est au point mort avec la Turquie. Ça, c'est le premier pays. Deuxième pays, le Monténégro. Alors Monténégro, c'est beaucoup plus petit. Monténégro, c'est 13 000 km², c'est-à-dire 2 départements français. Le Monténégro, ça veut dire la montagne noire. Le Monténégro est un des États qui est issu de la dissolution de la Yougoslavie. C'est un État qui compte 630 000 habitants. Donc c'est quand même une petite entité. Le Monténégro, il a fait comme la Turquie, c'est-à-dire qu'il a fait sa demande d'adhésion en 2008. La demande d'adhésion a été avalisée par le Conseil européen et on a octroyé en 2010 la qualité de candidat officiel. Et les négociations ont commencé en 2012. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide par rapport à la Turquie, parce que tout simplement, le Monténégro ne pose pas la même problématique, en fait, que la Turquie. Ça n'est pas un pays principalement musulman, c'est un pays principalement orthodoxe, c'est un petit pays, ça passe plus facilement. Il faut quand même savoir que nous sommes en 2022, c'est-à-dire 14 ans après le dépôt de la demande et 10 ans après l'ouverture des négociations. Sur les 35 chapitres, il y en a 33 qui ont été ouverts, mais il n'y en a que 3 qui ont été clôturés positivement. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail avec le Monténégro. Troisième pays qui a le statut de candidat officiel, c'est la Serbie. La Serbie, qui elle aussi est un pays issu du démembrement de la Yougoslavie. La Serbie qui compte 8 700 000 habitants
et qui fait 77 000 km², c'est-à-dire en gros 7 à 8 fois moins que la France. C'est un relativement petit pays avec une prestigieuse histoire, un pays qui présente la particularité d'avoir été un des grands alliés de la France. Rappelez-vous, il y a à Paris l'avenue Pierre Ier de Serbie. Et puis c'est un pays qui a traditionnellement des liens très importants avec la Russie. La Serbie, alors je ne vais pas entrer ici dans l'affaire de la Yougoslavie, des guerres de Yougoslavie, du bombardement de Belgrade par les troupes de l'OTAN en 1999. Le peuple serbe, qui est un peuple très courageux, très fier et très patriote, parfois c'est à la limite du caractère ombrageux, eh bien le peuple serbe est un peuple qui tient viscéralement à sa souveraineté et à son indépendance nationale. Ce n'est qu'à la suite de nombreux rebondissements que je ne veux pas vous infliger, notamment sur la poursuite par l'OTAN ou par le tribunal international de telle ou telle personne qui était poursuivie pour éventuels crimes de guerre ou crimes contre l'humanité pendant tous ces conflits en Yougoslavie. Bref, en 2009, le gouvernement de Belgrade dépose la demande officielle d'adhésion à l'Union européenne, laquelle demande se transforme par une reconnaissance du statut de candidat officiel à l'Union européenne en 2012 et l'ouverture de négociations, là pour le coup ça a été assez rapide, en 2013. C'était il y a quand même 9 ans. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Eh bien, sur les 35 chapitres, il y en a 18 qui ont été ouverts, donc à peine la moitié, à peine un peu plus de la moitié, et 2 seulement qui ont été conclus. Voilà. Il faut savoir que ça a connu pas mal de rebondissements parce que le politique influe énormément sur tous ces États, notamment le Monténégro, la Serbie. Les chapitres sont complexes. Par exemple, on reproche au Monténégro d'avoir une corruption généralisée. On reproche une maltraitance de certaines minorités, notamment minorités albanaises ou minorités d'autres. On est dans les Balkans, hein. Donc il y a des quantités de reproches qui sont faits sur un État de droit défaillant. C'est aussi ce qui explique la lenteur des négociations. Voilà en tout cas 3 candidats officiels. Puis il y en a d'autres. Les autres, c'est l'Albanie. L'Albanie, c'est un pays qui est tout petit aussi, qui fait 28 800 km², donc qui fait à peu près la taille de 4 départements français, et qui est peuplé de 2 900 000 habitants, et qui a une histoire très particulière. Vous savez qu'il avait un parti communiste qui était très indépendant de Moscou et qui s'était pendant un temps allié à la Chine populaire de Mao. L'Albanie qui a déposé sa candidature en 2009. Pendant plusieurs années, ça a traîné. Ça a traîné notamment parce que la France ne voulait pas de la candidature de l'Albanie. Et puis, parce que l'Albanie, alors, c'est le Monténégro à la puissance 10. L'Albanie, je ne dis pas ça pour être caustique à l'égard des Albanais, mais il est un fait que l'Albanie, le pays des aigles, est connu pour être un pays où il y a des mafias considérables, des mafias très dangereuses, il y a un taux de criminalité élevé. On voit aussi que l'Albanie est le lieu de tous les trafics. Prostitution, trafic d'alcool, trafic de cigarettes, trafic de drogue, trafic d'argent, trafic d'armes. Enfin, c'est quand même une espèce de purulence au sein même de l'Union européenne. C'est pour ça que Paris a été très 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 long à la détente. Donc en 2014 seulement lui a été reconnu, 5 ans après la demande d'adhésion, le statut de candidat. Et puis il a fallu attendre 2020 pour que du bout des lèvres, Emmanuel Macron donne son accord pour qu'on commence les négociations. Sous une pression d'enfer des États-Unis d'Amérique. Puisque ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière tout ce système et qui veulent qu'il y ait le plus d'États possible qui rentrent. Je rappelle d'ailleurs ce qu'avait dit le président George W. Bush en juin 2001 lorsqu'il s'était rendu dans les pays de l'Est. À l'université de Varsovie, il avait dit « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Il avait exigé l'entrée des pays de l'Est d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Donc c'est l'Albanie qui nous impose et qui impose à nos partenaires. Et la France, elle est là avec 2-3 partenaires. Elle essaie de résister. Puis finalement,
Elle cède, il suffit que le président des États-Unis passe la main dans le dos, fasse une joke, une petite plaisanterie, gagne, hein, et puis vous avez le président de Macron tout de suite à quatre pattes en disant bon d'accord pour l'Albanie. Donc les négociations ont été officiellement ouvertes, mais en fait non. En fait, sur les 35 chapitres, il y en a 0 qui ont commencé à être ouverts. Donc c'est une adhésion qui est en cours, mais on ne sait pas où on va. Et bien encore un 5e pays, la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, alors c'est un pays qui a déposé, vous savez que c'est un démembrement toujours de la Yougoslavie, c'est un pays qui a posé un très gros problème quant à son nom, puisque c'était un pays qui s'appelait la Macédoine à l'intérieur de la Yougoslavie. Mais il se trouve que la Macédoine, c'est une province qui est au nord de la Grèce et qui est un peu à cheval entre, effectivement, l'ex-Yougoslavie et le nord de la Grèce, du côté de Thessalonique. Et le problème est que pour les Grecs, la Macédoine fait partie du patrimoine culturel grec, ce qui est incontestable. Parce que qui dit Macédoine pense notamment, non pas à la Macédoine de légumes, mais pense notamment à Philippe de Macédoine, dont on a retrouvé il y a quelques années d'ailleurs le trésor. C'est absolument magnifique. Si vous allez du côté de Thessalonique, je vous invite enfin c'est pas moi qui paierai, mais je vous suggère d'aller voir le tombeau de Philippe de Macédoine qu'on a découvert sous des tumulus avec des objets en or qui sont absolument admirables. Mais Philippe de Macédoine, comme vous le savez sans doute, est surtout le père d'Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand. Alors Alexandre le Grand, normalement, ça vous dit quelque chose. C'est une espèce de héros presque mythologique. C'est ce héros de l'histoire grecque qui a conquis une partie du monde extraordinaire puisqu'il est allé jusqu'aux confins de l'Indus, le Pakistan d'aujourd'hui, jusqu'aux confins de l'Afghanistan. Il avait étendu un empire assez extraordinaire. Donc, pour les Grecs, même à notre époque, la Macédoine, c'est la Grèce. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant des années, il y a eu un conflit et la Grèce, membre de l'Union européenne, mettait son veto, vous savez qu'il faut la majorité, mettait son veto au Conseil européen, tant que la Macédoine, qui s'appelait Macédoine issue de la Yougoslavie, ne changerait pas de nom. Dans les enceintes internationales, c'était assez drôle d'ailleurs, à l'ONU, on l'appelait Forim, ce pays, F-O-R-Y-M, ça voulait dire Former Republic of Yugoslavia, Macedonia, c'était le nom. Voilà. Donc c'était une abréviation, on ne savait pas comment s'appelait ce pays. Bon. Finalement, il y a eu des pressions américaines considérables qui ont joué notamment sur le Premier ministre grec Tsipras, qui a donc été considéré encore une fois pour ses traîtrises vis-à-vis d'une certaine partie du peuple grec. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est de l'appeler la Macédoine du Nord, ce qui n'empêche pas que la province où il y a Thessalonique s'appelle la Macédoine en Grèce. À partir du moment où le problème entre la Grèce et la Macédoine du Nord a été réglé, la Grèce a donc levé son veto à l'entrée de ce pays dans l'Union européenne et donc a déposé sa demande en 2004, qui a été acceptée très rapidement en 2005. Le statut de candidat officiel a été octroyé à ce pays de 2 100 000 habitants et de 25 700 km², donc un peu plus petit que l'Albanie, mais enfin ça fait toujours un peu l'équivalent de 3 à 4 départements français. Où en est-on ? Eh bien, c'est comme pour l'Albanie. A priori, on vient de donner l'accord pour que commencent les négociations, mais de fait, on évoque la Covid-19, on évoque des tas de trucs, mais de fait, il n'y a rien qui a commencé. Donc, sur les 35 chapitres, il y en a 0 qui a été ouvert. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu le problème. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit depuis le début, il y a 3 États qui ont le statut de candidat officiel et dont les négociations ont commencé. C'est la Turquie, mais les négociations sont au point mort. C'est le Monténégro, mais les négociations avancent lentement. Et c'est la Serbie, mais les négociations avancent lentement. Et d'ailleurs, elles sont peut-être au point mort, puisqu'on a vu ces derniers jours qu'une très grande partie du peuple serbe s'est rangée derrière Poutine contre l'Ukraine dans le conflit qui ensanglante en ce moment l'Est européen. Et pourquoi cela ? Parce que les Serbes n'ont pas oublié ce qui s'est passé en 1999 lorsque l'OTAN a bombardé des quantités de cibles y compris des cibles civiles et notamment
sur Belgrade. Donc les Serbes sont extrêmement opposés à l'OTAN, ont une grande réticence vis-à-vis de l'OTAN et de l'Union européenne. Et donc il y a une disjonction entre les dirigeants serbes qui veulent entrer dans l'Union européenne et puis le peuple serbe qui est majoritairement hostile. C'est exactement comme en France, où le dirigeant ne représente pas l'esprit de la population. Et de surcroît, ce qui se passe en Serbie, c'est qu'en plus de tout, eh bien, l'OTAN, les États-Unis, l'OTAN et une partie des pays membres de l'Union européenne ont poussé à la déclaration d'indépendance et à la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Le Kosovo, c'est une petite province au sud de la Serbie, c'est qui est très cher au peuple serbe parce que c'est le lieu d'une bataille très célèbre dans l'histoire de la Serbie. Le Kosovo est devenu un pays indépendant, mais c'est une espèce de marionnette. Il y a à l'intérieur un camp militaire américain qui est l'un des camps les plus importants de l'armée américaine en dehors du territoire des États-Unis d'Amérique. Donc c'est en fait quasiment c'est un État fantoche. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une quarantaine d'États au monde qui ont reconnu l'indépendance du Kosovo, dont bien sûr les États-Unis d'Amérique, mais aussi bien entendu la France. Et toujours maintenant que nous sommes dirigés depuis Sarkozy, Hollande et Macron, nous sommes dirigés par des présidents de la République qui ne sont que les gouverneurs de la province France pour le compte de Washington, Bruxelles et Berlin. Donc la France a reconnu le Kosovo, ce qui est bien hâtif. De la même façon que Macron s'était précipité pour reconnaître Guaido comme nouveau président de la République au Venezuela, alors que toute cette histoire est tombée en eau de boudin, et maintenant que nous avons bonne mine, nous faisons partie des pays qui ont reconnu l'indépendance du Kosovo. Je signale qu'à l'intérieur de l'Union européenne, tous les pays n'ont pas fait la même chose. Par exemple, l'Espagne n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo. C'est suffisamment rare pour le souligner que, à l'intérieur de la diplomatie, même il y a des pays de l'Union européenne qui ont refusé de reconnaître l'indépendance. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le Kosovo veut entrer dans l'Union européenne. Il a fait acte de candidature. Mais pour l'instant, ça n'a pas été accepté. Ça ne le sera sans doute pas avant des années, puisque, comme je viens de le dire, à l'intérieur même du Conseil européen, il n'y a déjà pas de l'unanimité pour reconnaître l'indépendance même du pays. Il y a également la Bosnie-Herzégovine, qui est toujours État issu du démembrement de la Yougoslavie, qui a fait savoir qu'elle souhaiterait entrer dans l'Union européenne. Enfin, c'est pas le peuple bosniaque, c'est des dirigeants de Bosnie-Herzégovine qui ont fait savoir eh bien, qu'ils seraient disposés, qu'ils voudraient entrer dans l'Union européenne. Mais pour l'instant, le statut de candidat officiel n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et puis, alors ça nous fait maintenant 7 pays, et puis ils sont arrivés les 3, il y a quelques jours, sur l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, qui eux donc sont dans le même état, si j'ose dire, que le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, et qui prennent place donc sur cette lignée de 10 États, ils prennent les places 8, 9 et 10, si j'ose dire. On attend éventuellement une demande officielle, mais remplie dans les formes, pas une déclaration comme ça devant les médias par le président ukrainien Zelensky. On attend une demande avec tous les instruments de la diplomatique nécessaire, c'est-à-dire les papiers, le sceau du président, etc., la transmission par la voie diplomatique. On attend la demande officielle de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Mais notez bien que le sommet de Versailles qui s'est tenu il y a quelques jours à Paris, eh bien, a douché les enthousiasmes du président ukrainien et de tous ceux qui s'étaient enflammés tout de suite sur le fait qu'il fallait donner le statut de membre de l'Union européenne à l'Ukraine. Je viens de vous expliquer que c'était horriblement long. Mais c'est pas seulement horriblement long. Ça prend au minimum 15 à 20 ans. Parce qu'il y a tout cet acquis qu'il faut reprendre. Sinon, le pays entrant serait complètement laminé, détruit, en fait, par son entrée dans l'Union européenne. Et donc, ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi, ce qu'il faut bien voir, derrière tout ça, c'est des histoires de gros sous. Parce que, bien entendu, tous ces pays qui veulent entrer dans l'Union européenne, ils y viennent d'abord et avant tout dans l'espoir d'avoir de l'argent. Ça fait penser à cette blague qu'avait faite dans les années 60 la cantatrice d'opéra
Maria Callas, qui, vous savez, était d'origine grecque, qui était une très belle femme, qui avait une voix tout à fait extraordinaire, et elle est restée célèbre dans certaines interprétations d'opéra, notamment des opéras italiens comme Tosca, par exemple, où elle a laissé une empreinte éternelle chez les amateurs d'opéra. Eh bien, dans les années 60, cette jeune femme, on avait appris brutalement qu'elle allait se marier avec Aristote Onassis. Aristote Onassis était un Grec, comme elle, sauf qu'il devait avoir une quarantaine d'années de plus, et il était vraiment, c'était un armateur. Il était un multimilliardaire, c'est un des hommes les plus riches du monde à l'époque. Mais bon, ça n'était pas un Apollon. Et alors la presse s'était précipitée quand ils avaient appris cette affaire, et ils avaient demandé à Maria Callas, mais pourquoi vous allez vous marier avec Aristote Onassis, sous-entendu avec ce vieux barbon, pourquoi allez-vous vous marier? Elle avait répondu d'une façon tout à fait impériale et drôlatique. Elle avait répondu qu'elle allait se marier avec lui parce qu'il est beau comme Crésus. Voilà. Il est beau comme Crésus, vous comprenez la plaisanterie, je suppose. Crésus, dans l'Antiquité grecque, était un roi qui était censé être extraordinairement riche. Et donc dire qu'il était beau comme Crésus, c'était une plaisanterie. En fait, c'était un mariage d'argent. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte cette petite anecdote ? Tout simplement parce que tous ces pays qui se précipitent à l'entrée devant l'Union européenne, ils y vont pour de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour les démocraties, c'est pas pour les grands idéaux de Jean Monnet et de Robert Schuman. Non, c'est pour de l'argent, c'est pour les fonds européens. Je signale d'ailleurs à cet égard que lorsque les pays sont acceptés comme étant des candidats officiels, il se met à ce moment-là en place des fonds européens qui sont des fonds ce qu'on appelle l'instrument de préparation à l'adhésion. On fait des fonds pour faciliter la mise à niveau des États aux nouvelles contraintes qui seront les leurs. Et pour vous fixer quand même un petit peu les ordres de grandeur, il faut savoir que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, la Turquie, dont vous vous rappelez que elle a déposé sa demande en 1987, son statut officiel de candidat a été reconnu en 1999, mais depuis, alors c'est des périodes septennales, donc depuis la période 96, 2000, 2002, ça devait être quelque chose comme ça, jusqu'à maintenant, au total, et je ne parle même pas des prêts faits par la Banque européenne d'investissement qui se montent à 30 milliards d'euros, mais au total, les subventions, les dons qui ont été versés par l'Union européenne à la seule Turquie au nom des fonds de mise à niveau, c'est à peu près 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros qui ont été donnés à la Turquie, dont d'ailleurs environ 6 milliards d'euros qui ont été donnés au cours des 7-8 dernières années pour que la Turquie veuille bien conserver chez elle les migrants qui ont été chassés de Syrie par la fameuse guerre soutenue par les États-Unis, la France et l'OTAN en sous-main contre le régime de Bachar el-Assad. Donc vous savez qu'il y a eu beaucoup de migrants qui sont allés en Turquie. Il y a eu aussi beaucoup d'Irakiens qui sont venus, qui ont fui la guerre en Irak. Parmi toutes ces personnes, il y a beaucoup donc de gens qui sont dans une situation de grande précarité. Beaucoup souhaiteraient passer sur l'Europe pour venir s'installer dans les pays européens. Vous connaissez la problématique, je ne vais pas vous l'apprendre. La Grèce, par exemple, a mis des fils de fer barbelés sur le long de ses frontières. La Hongrie en a fait autant vis-à-vis de tel ou tel pays. Donc dans tous les pays de l'Est, ils essaient de se barricader. Mais il y a des négociations qui ont eu lieu entre les pays européens, notamment la Commission, et la Turquie, qui a demandé une espèce de chantage ou de rançon, qui a demandé qu'on lui donne des milliards d'euros pour qu'elle empêche tous ces migrants de déferler sur l'Europe occidentale. Voilà. Alors au total, ça fait quand même à peu près 18 milliards d'euros qui ont été versés de 1996 à 2022 ou 2021 à la Turquie. Si on considère que la France paye à peu près 15 à 20% du budget, ça nous fait quelque chose comme à peu près
3 milliards. 3 milliards d'euros que les Français ont versés à la Turquie au cours donc du dernier quart de siècle, au cours du quart de siècle écoulé. Les Français, sans qu'ils le sachent, ont versé 3 milliards d'euros, en gros, à la Turquie dans le cadre d'une perspective de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. 3 milliards d'euros, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même, je rappelle que la construction d'un hôpital comme l'hôpital de Meaux, qui a été décidé il y a quelques mois, un nouvel hôpital flambant neuf à Meaux en Seine-et-Marne, c'est 170 milliards d'euros. Donc ça veut dire que ce que l'on a donné à la Turquie depuis 25 ans, c'est quand même à peu près l'équivalent de 18 hôpitaux. Je le dis parce que, comprenez, quand on nous explique qu'il faut réduire le nombre de lits en France, qu'il faut fermer, qu'on n'a plus assez d'argent, et puis il faut tout fermer de toute façon, je le dis parce que je dis simplement que ce que l'on ne dit jamais aux Français, c'est qu'on est siphonné à notre corps défendant, plus exactement sans que les Français ne s'en rendent compte, on est siphonné pour faire ces politiques. Pareil d'ailleurs, je le disais dans ma vidéo précédente, je crois, pareil pour l'affaire de l'Ukraine. Lorsque Mme von der Leyen décide que, en fait, la Commission européenne va payer pour 1 milliard d'euros d'armement versé, transféré à l'Ukraine, outre tout le caractère extraordinairement dangereux que cela représente, on ne sait pas où vont aller ces armes, elles peuvent ensuite entrer dans des cercles de trafic d'armes et peut terminer par des attentats en France, par exemple. Mais outre tout ça, ça fait quand même 1 milliard d'euros versés pour acheter des armements versés à l'Ukraine. Ça veut dire que la France va payer 180 millions d'euros, donc à peu près un hôpital de Meaux. Voilà. Donc pourquoi est-ce que il y a beaucoup de Français qui commencent à comprendre, mais il y a encore beaucoup de Français qui ne comprennent pas et qui pensent que je fais une fixation sur les questions européennes. Non, parce que dès que vous grattez, vous ouvrez une porte, un placard, vous découvrez qu'il y a des milliards d'euros qui partout sont là, ils fuient comme un panier percé vers toutes ces destinations pour construire cette Union européenne exigée en fait par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, pourquoi c'est important tout ça aussi? C'est parce que vous voyez bien que l'Europe est en train de suivre, en définitive, eh bien, un peu le même chemin que la construction du socialisme. Dans les années 60, on a commencé à voir, dans les années 50, après la mort de Staline, on a commencé à mieux percevoir un certain nombre de problèmes. Staline avait réussi quelque chose qu'il faut reconnaître, outre avoir cassé les reins d'Hitler. C'est Staline qui a vaincu Hitler, hein, c'est pas les Américains. C'est le premier à avoir cassé les reins d'Adolf Hitler, c'est Staline, avec les fameuses batailles de Stalingrad et de Koursk. C'est ça, les deux grandes batailles qui ont cassé l'armée allemande dans les années 43 et qui ont fait qu'après, ça a été la peau de chagrin. Je ne dis pas que les Américains n'ont rien fait, bien entendu, mais le tournant de la guerre, ce sont les Russes et les 30 millions de morts au passage qu'ils ont laissés. Mais dans les années après la mort de... Et puis Staline a réussi outre aussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une industrialisation à marche forcée de l'Empire des Tsars, en ayant fait, avec les grands plans quinquennaux, en ayant fait une puissance industrielle. Bon, ça, ce sont les points positifs de Staline. Je ne parle pas des points négatifs qui sont évidemment innombrables, comme vous le savez, à commencer par l'établissement d'une dictature totalitaire féroce, à continuer par le goulag, à continuer par des quantités d'opposants politiques réprimés, morts, etc. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Mais il faut savoir qu'à partir des années 60, l'arrivée de Khrouchtchev, les langues se délient un peu, on respire quand même mieux. Le pouvoir, progressivement, se développe plutôt dans ce qu'on appelle la nomenclatura, c'est-à-dire les bénéficiaires du régime. Et petit à petit, dans les années 60, 70, on va découvrir qu'il y a quand même des dysfonctionnements au sein de la machine soviétique. Au point qu'on aura un grand plan, le plan Lieberman-Trapeznikov, qui sont deux économistes soviétiques importants, qui essaient de redynamiser l'économie soviétique qui ne fait que s'enliser. Tout ceci finira progressivement par virer dans
l'effondrement général, la corruption, les détournements de fonds, le je m'en foutisme. La fin de l'Union soviétique n'est pas très belle. Elle ressemble beaucoup à la fin de l'Union européenne. On voit se développer en Union européenne la volonté des jeunes de fuir la France. Ils n'ont pas envie d'aller au Luxembourg, au Danemark. Ils ont envie d'aller s'installer ailleurs, en Australie, au Canada, au Brésil, etc., en Corée, mais surtout pas dans l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que beaucoup de jeunes Français, compte tenu d'un avenir complètement bouché, comme les Soviétiques avaient un avenir complètement bouché dans les années 1980, eh bien, s'ils ne peuvent pas s'enfuir, eh bien, ils versent dans l'alcool ou dans la drogue. Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'était la lutte contre l'alcoolisme. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est je m'en foutisme généralisé. Voilà. Et donc c'est comme ça que l'Union soviétique s'est achevée. Mais la ruse du pouvoir et des dirigeants soviétiques, face à ce désenchantement général de la société soviétique, on leur avait promis monts et merveilles, la construction du socialisme, etc. Et puis de décennies et décennies et décennies, c'était de plus en plus décevant. Face à ça, il n'y avait qu'une seule chose qu'utilisait le régime, c'était qu'il essayait de prouver la justesse du dogme d'origine par l'extension des adeptes. Et donc, toutes les années 70 et 80 du XXe siècle, ça s'effondrait en URSS, mais en revanche, le discours officiel soviétique, c'était de montrer que de plus en plus de pays du monde voulaient entrer dans le camp socialiste. En 1974-75 avaient été des années fastes, puisque la fin de la colonisation du Portugal en Afrique avait mené le Mozambique, l'Angola, à se rapprocher du camp socialiste. Il y avait eu également, fugitivement, il y avait eu l'Éthiopie puis la Somalie, qui étaient deux frères ennemis, qui avaient basculé l'une puis l'autre dans le camp socialiste. Et puis vous aviez eu, évidemment, l'effondrement des régimes au Sud-Vietnam, au Cambodge, au Laos. Donc toute l'ancienne Indochine française avait basculé dans le camp socialiste. Et puis en 1979, c'était l'intervention soviétique en Afghanistan. L'Afghanistan basculait dans le camp socialiste. Et à chaque fois, on expliquait aux soviétiques qui voyaient des files d'attente, qui voyaient un niveau de vie en berne, etc. On leur disait mais vous avez une chance extraordinaire. La meilleure preuve que la construction du socialisme détient les clés de l'avenir, c'est que nous avons tous ces États qui veulent rentrer. Et en réalité, beaucoup de soviétiques savaient que si le Vietnam voulait entrer, l'Angola, etc., le Laos voulait entrer dans le Comecon, qui était le marché commun, et voulait se rapprocher de l'URSS, ça n'était pas pour le dogme marxiste-léniniste revu et corrigé par Staline. Non. Ce qu'ils voulaient d'abord et avant tout, c'était de l'argent. C'était des transferts de fonds. Voilà, c'était ça. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la construction européenne. Vous vous rendez compte que nous avons 10 États dans l'antichambre de l'entrée de l'Union européenne. Vous en avez 3 avec lesquels les négociations ont déjà commencé. Je le répète, la Turquie, la Serbie, le Monténégro. Vous en avez 2 et qui sont candidats officiels, mais les négociations n'ont pas encore commencé. C'est l'Albanie et la Macédoine du Nord. Vous en avez 5 qui demandent à entrer: le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Je terminerai ce petit topo pour dire qu'il y en aura encore d'autres, peut-être. On peut attendre probablement que, je ne sais pas, peut-être l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Mais l'Arménie, il faudrait vraiment aller chercher loin, parce que l'Arménie n'est vraiment pas en Europe, et qui pourrait se manifester. En attendant, imaginez que ces 10 États déjà candidats entrent dans l'Union européenne, on serait non plus 27, mais on serait 37. Vous voyez un petit peu le problème. Et je terminerai par une petite anecdote personnelle, parce qu'elle est quand même extraordinairement révélatrice. C'est une anecdote tout à fait exacte et qui va vous donner peut-être à réfléchir. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai été pendant près de 2 ans au cabinet du ministre français des Affaires étrangères, Hervé de Charette. C'était dans le gouvernement Juppé II, donc c'était en 1996-97. Et au cabinet d'Hervé de Charette, je m'occupais de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine et des questions économiques. Mais il y avait d'autres conseillers qui s'occupaient d'autres choses. Et il y avait une conseillère qui s'occupait des relations avec l'OTAN. Et cette conseillère était une femme tout à fait séduisante, très intelligente, très brillante, et qui était une énarque qui était sortie au Quai d'Orsay.
Et cette femme, en fait, était française. Elle avait passé le concours de l'ENA. Elle parlait français comme vous et moi. Donc, mais elle n'était pas que française, puisqu'elle avait un nom très particulier. Elle s'appelait Salomé de son prénom, Zourabichvili de son nom de famille. Et Zourabichvili, c'est un nom géorgien. On m'avait expliqué qu'elle était d'une ascendance aristocratique géorgienne. Et elle était donc au cabinet d'Hervé de Charette à s'occuper des questions de l'OTAN. Alors je la connaissais bien, on se faisait la bise, on se tutoie. Et cette femme a eu ensuite un parcours assez extraordinaire, puisque quelques années après, lorsqu'il y a eu les changements que vous connaissez peut-être en Géorgie, avec un président qui était Zoukachvili, qui était très pro-occidental, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque les États-Unis poussent partout leurs avantages. Un jour, il s'est rendu en France, a été reçu par le président de la République, qui était Chirac, et assistait à cette réunion Salomé. Et le président géorgien a fait une demande incroyable à Jacques Chirac. Il lui a dit, écoutez, voilà, j'aimerais, si vous me le permettez, que votre collaboratrice qui est ici reparte avec moi et je la nommerai ministre des Affaires étrangères de Géorgie. C'est une histoire absolument véridique. Alors Chirac a dit oh, « Je vous en prie, servez-vous ». Et donc, je romance un petit peu, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc Salomé est parti pour devenir ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, qui était le pays de ses ancêtres, que sa famille avait dû fuir, j'imagine, dans les années 1920. Ça devait être peut-être ce qu'on appelait était probablement mal vu du nouveau régime soviétique, puisque c'était d'une ascendance aristocratique et princière. Il paraît que cette Salomé Zourabichvili était une princesse géorgienne. Et donc, elle est partie comme ministre des Affaires étrangères. Comme je la connaissais un petit peu, assez bien, j'avais envoyé un petit mot de félicitations. Et pour la petite histoire, j'avais reçu 3 semaines après, j'étais au Conseil général des Hauts-de-Seine à l'époque, j'avais reçu un document comme ça qui m'avait été porté par un porteur venu de l'ambassade de Géorgie en France. Et c'était donc une espèce de pli avec des sceaux, des trucs, des machins, enfin, un paquet cadeau. Et c'était une lettre officielle de son Excellence, Madame Salomé Zourabichvili, ministre des Affaires étrangères de la République de Géorgie, qui me remerciait tout simplement pour mon mot de félicitations. Alors cette femme a une histoire extraordinaire ensuite, puisque elle a été, si vous connaissez un petit peu cette histoire de Géorgie, ou alors allez vous précipiter sur Wikipédia, vous verrez, elle est ensuite devenue présidente de la République de Géorgie. Ensuite, elle a été battue, et puis elle est revenue, et maintenant, elle est actuellement la présidente de la République de Géorgie. Alors maintenant, évidemment, elle est comme moi, elle est comme tout le monde. Elle a vieilli. Je l'ai connue en 1996, donc c'était il y a quand même à peu près 26 ans. Et donc, mais c'est une femme d'âge mûr et qui est la chef d'État géorgienne. Et je la voyais l'autre jour en train d'être reçue par Madame von der Leyen à la Commission européenne. Et quand je pense que c'est elle qui a demandé, en fait, officiellement l'entrée de la Géorgie dans l'Union européenne, je ne peux pas ne pas penser à ce que je sais d'elle. C'est une femme tout à fait charmante et intelligente, mais qui était ultra-atlantiste, ultra-pro-américaine, et qui en fait n'a rien à voir avec le Géorgien de base. C'est quelqu'un qui a passé sa vie dans une famille expatriée, une famille princière expatriée en France depuis des décennies, et qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Voilà ce que je pensais. Et je me disais que sans doute que la France avait bien fait de prêter cette Française d'origine géorgienne au président géorgien, qui a une carrière qui est ce qu'elle est. C'est sans doute excellent pour l'influence de la France, mais ça montre quand même bien, sur cet exemple humain très précis, à quel point les États-Unis, l'OTAN et les pays occidentaux agissent un petit peu de façon à tous les niveaux. C'est comme tous les dirigeants qui font partie de la French American Foundation, etc. Eh bien, il y a ce réseau d'influence que ne voient pas les gens, mais qui pèse pour beaucoup dans les relations internationales. Voilà ce que je voulais vous dire. Je termine ici en vous disant que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que ces sujets fondamentaux qui pourraient nous coûter des centaines de millions et même des milliards d'euros à terme,
qui pourrait nous mettre en concurrence avec des pays dont le SMIC ou dont le niveau de vie est un 10e ou un 20e de celui du peuple français, il n'est pas normal que ces pays puissent déposer une demande d'adhésion à l'Union européenne et que ce soit des gens non élus qui la leur accordent, qui négocient avec eux et qui disent « Allez, c'est bon, vous allez pouvoir adhérer ». Ça n'est pas normal. Je me rappelle que Jacques Chirac avait décidé qu'après l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il fallait maintenant poser un principe, ça serait que tous les candidats à entrer dans l'Union européenne, il faudrait demander au peuple français ce qu'il en penserait par référendum. Eh bien, cette contrainte a été en fait chassée. C'était une contrainte qui n'était pas écrite, c'était une espèce d'engagement du président de la République. Eh bien, Sarkozy a dit que ça ne serait pas le cas. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation délirante qui n'existe nulle part ailleurs au monde, où on nous met progressivement des nouveaux États qui viennent en fait, baisser le niveau de vie général, pomper les subventions, pomper nos emplois. Pourquoi ? Pour satisfaire les intérêts géostratégiques des États-Unis, qui ont toujours pour objectif d'entourer, d'encercler, de repousser au plus profond de l'hinterland eurasiatique la Russie. C'est un combat qui est celui des États-Unis, ça n'est pas le nôtre. J'espère que vous aurez pris intérêt avec cette vidéo. Vive la République et vive la France.